Je vais tout de suite demander à Fabrice Boissier, qui est le directeur général délégué de l'ADEME, de venir nous rejoindre. Il va prendre place au pupitre pour introduire effectivement cette table ronde sur l'agriculture et bien évidemment cette participation du monde agricole à la démarche d'intelligence artificielle. C'est effectivement un peu une surprise, bon, parce que on pourrait penser que le monde de l'agriculture vit peut-être d'une manière un peu plus confinée et s'éloigne de ce genre de développement. Et bien au contraire, l'agriculture était en avance sur son temps et s'est positionnée de bien belle manière dans ce cursus d'intelligence artificielle. Alors, on va peut-être tout de suite, pour mieux comprendre votre démarche, peut-être rappeler la vocation de l'ADEME et son lien avec la thématique de ce matin. Oui, bonjour à tous. C'est un vrai plaisir d'être là avec vous ce matin pour parler d'agriculture, un très beau secteur, comme vous venez de le dire. À l'ADEME, nous sommes l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, une agence publique qui est là pour entraîner la société française dans la transition écologique. Vous comprendrez, le cœur de mon propos, ça ne va pas être l'intelligence artificielle et l'intelligence collective, mais plutôt de motiver pourquoi il est fondamental que l'agriculture aujourd'hui développe, encore plus qu'elle a fait jusqu'à présent, ses qualités d'intelligence pour se transformer. Je vous parlais d'une transition écologique. M. Moreno disait tout à l'heure qu'il ne s'agit plus de faire une transition, il s'agit de faire une transformation, et cette transformation, elle est urgente. Nous sommes aujourd'hui au moment où la COP24 se déroule à Katowice. L'ensemble des États de la planète s'interrogent sur comment pouvoir enrayer le dérèglement climatique. Il y a quelques jours, la France a publié sa feuille de route, la stratégie nationale bas carbone, qui donne un peu la voie pour arriver à 2050, un objectif qui est d'avoir une France neutre en carbone. C'est-à-dire que nous n'émettrons pas plus de carbone que nous n'en consommons. C'est un énorme challenge par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Et pour ça, il faut tracer des routes. Il faut tracer des routes. Et ces routes, elles nous concernent tous, que nous soyons consommateurs, citoyens, producteurs. Ça concerne tous les secteurs de l'économie et donc, bien sûr, aussi l'agriculture. Alors, pourquoi l'agriculture ? Parce que l'agriculture est un secteur majeur de l'économie. C'est aussi un secteur qui contribuent aux émissions de gaz à effet de serre à hauteur d'1/5, en gros, des émissions de gaz à effet de serre en France sont émises par l'agriculture. Même si l'agriculture ne consomme pas énormément d'énergie par rapport à l'industrie, par rapport au tertiaire, elle émet des gaz à effet de serre avec le méthane, avec le protoxyde d'azote, tous ces éléments qui viennent contribuer aussi aux gaz à effet de serre. Et c'est pourquoi il faut que l'agriculture change ses pratiques, justement, pour diminuer ses émissions. Il y a bien sûr des solutions, ça c'est une bonne nouvelle. Il faut qu'on change nos pratiques agricoles et on peut le faire avec des coûts qui sont négatifs, c'est-à-dire que ça va rapporter aussi d'un point de vue économique de changer ces modèles agricoles. Une étude que l'ADEME a fait avec l'INRA en 2013 le montre. Par exemple, si vous augmentez la performance énergétique de vos engins agricoles, si vous passez au biocarburant, si vous passez au gaz vert, vous allez augmenter votre rentabilité d'exploitation et vous allez baisser vos émissions de gaz à effet de serre. Si vous augmentez la valorisation des apports organiques pour les amendements, vous allez diminuer les consommations d'engrais minéraux qui, eux, pour être produits, ont aussi produit des gaz à effet de serre. Donc on a tout un tas de leviers qui ne sont pas coûteux, il suffit qu'on change les modes d'organisation. Mais je ne voudrais pas oublier que l'agriculture, c'est avant tout, sa fonction primordiale, historique, préhistorique même, c'est de nous nourrir, d'alimenter la planète. Et donc là, je veux m'adresser non plus uniquement au monde agricole, mais à tout un chacun dans cette salle. Nous mangeons 3 fois par jour, et donc ça veut dire que 3 fois par jour, vous avez l'occasion de faire un geste militant pour la planète. Pensez-y, là dans quelques heures quand vous irez déjeuner, pensez-y ce soir, pensez-y avec vos enfants demain matin au petit déjeuner. Quand vous mangez, vous agissez pour ou contre la planète. Pourquoi ? Parce que l'alimentation, c'est quasiment 1/3 des émissions de gaz à effet de serre. Dans votre vie, vous émettez des gaz à effet de serre avec vos comportements, quand vous logez, vous chauffez, quand vous consommez et quand vous mangez. Et la nourriture, c'est un peu moins d'1/3 de ces émissions de gaz à effet de serre. Alors comment agir ? Eh bien, il faut se reposer des questions, des bonnes questions qui vont rétroagir sur notre modèle agricole. D'abord, qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on mange ?
On mange trop, déjà en France, il faut le savoir, hein, c'est un problème de santé. On mange aussi trop de protéines animales. Il faudrait qu'on rééquilibre en mangeant plus de protéines végétales et moins de protéines animales. Je vais vous donner un chiffre. Un steak de bœuf, c'est l'équivalent en émissions de gaz à effet de serre de 25 km en voiture. Il n'est pas dans mon propos de vous interdire de manger de la viande, il n'est pas dans mon propos de vous interdire de prendre votre voiture. Mais interrogez-vous de la même manière de savoir, au lieu de prendre ma voiture, est-ce que je peux prendre les transports en commun? Est-ce que je peux prendre mon vélo? Est-ce que je peux faire du télétravail? Au lieu de manger un steak, est-ce que je peux en manger moins souvent? Est-ce que je peux varier mon alimentation, manger aussi des protéines végétales? Voilà, donc c'est ce genre de questions qui doit nous permettre aussi de nous repositionner. On peut aussi choisir de manger bio, on peut choisir de manger avec des circuits courts. Ça permet aussi de relocaliser l'agriculture et de revenir sur une notion de territoire qu'on a un peu trop oubliée. Aujourd'hui, les taux d'autonomie alimentaire de nos territoires sont ridiculement faibles, même quand une région comme le Grand Est, qui est une grande région agricole, en fait, la plupart de ce qu'elle produit part à l'étranger, et on est obligé d'importer pour manger sur nos territoires. Donc tous ces questionnements peuvent nous permettre de regagner vers un mode d'alimentation plus écologique. Il y a aussi le gaspillage alimentaire qu'il ne faut pas oublier. Je vais vous donner un exemple très concret. En Isère, on a travaillé avec des collectivités qui se sont dit combien on peut économiser dans nos collèges sur le gaspillage alimentaire. Ils ont d'abord commencé par découvrir qu'un quart de ce qui était proposé pour manger était jeté. C'est énorme. Et qu'avec quelques actions extrêmement simples, sans beaucoup d'investissement, juste de l'éducation, de la sensibilisation, de l'information des jeunes, on pouvait réduire de 40% ce gaspillage. Ils ont regardé sur le département de l'Isère, ça fait 1 million d'euros. Avec 1 million d'euros, ils ont décidé de réinvestir pour alimenter les collèges avec de l'agriculture locale. Et donc là, on a une boucle vertueuse qui ne coûte rien et qui permet d'éviter du gaspillage, baisser donc les émissions de gaz à effet de serre et de développer une économie locale sur l'agriculture. Donc voilà, tous ces éléments nous disent que l'agriculture doit se penser comme la réponse aux besoins alimentaires de demain, et ces besoins, c'est les besoins que la société va leur donner. Et donc il faut que l'agriculture réponde aussi à cette évolution, en développant les circuits courts, en développant l'agroécologie, pour être en phase avec les attentes des consommateurs. Mais l'agriculture, c'est aussi, de tout temps, ça l'a été un élément structurant. Ce n'est pas uniquement une activité économique qui vend des produits. L'agriculture, elle structure nos paysages. L'agriculture, elle a longtemps structuré nos calendriers, même si c'est moins vrai aujourd'hui. L'agriculture, elle offre des services pour les promeneurs, elle offre des services pour le tourisme. Et tout ça, on les avait peut-être un peu oubliés, et on les redécouvre aujourd'hui parce qu'il y a d'autres services qu'on voyait moins. La biomasse, c'est une formidable machine à stocker le carbone. On a déréglé le cycle du carbone en extrayant le carbone qui était fossile dans les hydrocarbures. Mais il y a tout le stock de carbone qui est dans le vivant, dans la biomasse. Et celui-là aussi, on en est venu à le dérégler avec nos modèles agricoles qui ont conduit à déstocker le carbone qui était dans les sols, déstocker le carbone qui était dans les forêts tropicales, mais aussi les forêts tempérées. Et donc là, il faut renverser la vapeur. Et on peut aussi, là on a des solutions. On s'aperçoit par exemple que si on augmente la durée des prairies temporaires, on va augmenter leur potentiel de stockage de carbone. Parce que quand vous retournez une prairie temporaire, c'est là où il y a le relagage de carbone. Si vous lui laissez le temps d'assimiler ce carbone, eh bien vous serez plus efficace. Donc en intégrant ça dans nos pratiques agricoles, on va pouvoir aussi regagner en gain de stockage de carbone. Il y a bien sûr tout le secteur de la forêt, qui est un formidable puits de carbone, mais qui nécessite, pour que ce puits de carbone fonctionne, que les forêts soient entretenues, qu'elles ne soient pas surexploitées, qu'elles soient exploitées de manière raisonnée. Un autre service aussi qu'on avait oublié, c'est la biodiversité. Beaucoup de notre biodiversité se niche dans nos milieux agricoles. Et quand vous avez peut-être entendu parler, il y a un an, on a beaucoup parlé de cette chute dramatique de la biodiversité où 80% des populations d'insectes disparaissent, 30% des oiseaux des milieux agricoles ont disparu. Ça, c'est visible pour nous. On peut se dire, c'est dommage, on n'entend plus l'alouette chanter. Mais derrière, il y a tout un monde invisible qui est en train aussi de s'effondrer. C'est toutes les bactéries qui sont dans le sol, qui sont les garants de l'équilibre écologique, qui sont en train de disparaître dans les mêmes proportions. Et donc là aussi, il faut que l'agriculture retrouve un modèle qui nous permette de préserver ses atouts écologiques, ses services écologiques qu'elle rend à la société et qu'elle rend aussi à l'ensemble de la planète.
Donc encore un défi important. Quatrième point peut-être d'importance pour les défis du monde agricole, c'est que l'agriculture peut être un formidable levier pour aider d'autres secteurs à devenir plus vertueux en matière de lutte contre le changement climatique. D'abord, l'agriculture nous nourrit bien sûr, mais peut offrir d'autres matériaux. Les matériaux biosourcés peuvent remplacer des matériaux qui sont émetteurs de gaz à effet de serre. Vous construisez des habitations en bois, vous remplacez du béton. Le béton, c'est extrêmement émetteur de gaz à effet de serre. Et vous avez une maison aussi solide, qui résiste à l'incendie, qui a toutes les propriétés qu'on veut et qui peut être aussi économiquement performante. On commence à voir des immeubles de grande hauteur en bois en France et c'est une excellente nouvelle. Il y a aussi des matériaux pour la chimie qui peuvent être développés à partir de l'agriculture venant remplacer des matériaux de la pétrochimie et donc ça c'est très vertueux aussi. Et puis il y a l'énergie. Le monde agricole peut produire énormément d'énergie renouvelable qui vont servir à l'ensemble des secteurs, non seulement au secteur agricole lui-même, mais aussi à l'industrie, mais aussi au chauffage des habitations. Les exemples sont nombreux, il y a les biocarburants qui sont déjà largement répandus, le bois utilisé pour le chauffage, la méthanisation qui se développe, et la Grand Est est la première région de France en nombre de méthaniseurs en fonctionnement, et ça, il y a encore un boom devant nous de ces développements, et donc tout ça, ça permet de contribuer à la lutte contre le changement climatique. L'ADEME avait fait une étude il y a 2 ans, je crois, qui montrait que le chiffre d'affaires généré par les énergies renouvelables dans les installations agricoles, c'est 2% du chiffre d'affaires de l'agriculture aujourd'hui. Et ça va être amené à doubler dans les prochaines années. Donc ça commence à être un revenu complémentaire très intéressant pour les agriculteurs. Aujourd'hui, il y a 50 000 agriculteurs qui produisent de l'énergie renouvelable, du biocarburant, de la méthanisation, mais aussi qui ont des panneaux photovoltaïques ou qui ont des éoliennes sur leurs exploitations. Donc là, on voit encore que l'agriculture est un secteur qui est vraiment clé pour réussir notre transition. Tout cela ne marchera pas sans intelligence et ça motive, je pense, la table ronde qui va suivre. Mais avant de leur laisser la parole, je voudrais insister sur un dernier point, l'enjeu de l'adaptation au changement climatique. L'agriculture connaît aujourd'hui déjà des calamités agricoles nombreuses, dont une partie est liée au changement climatique. L'agriculture voit ses pratiques évoluer, parce que les dates de semailles évoluent, les dates de vendange évoluent aussi, à cause du changement climatique. On voit que les essences, ou les espèces qui sont cultivées, ne vont plus être les mêmes, parce que les climats vont changer. C'est un vrai problème pour les AOC, par exemple, qui vont devoir s'adapter pour que l'AOC du territoire reste en phase avec la réalité climatique du territoire. Et donc il y a un défi d'adaptation énorme pour l'agriculture et qui est aussi urgent parce qu'il est déjà présent. Pour pouvoir se transformer et s'adapter, ce n'est pas tant la technique qui va être le point clé, c'est d'acquérir une nouvelle culture. Une culture d'intégrer un avenir climatique plus incertain, avec des tendances qu'on peut connaître, mais avec des variabilités qu'on connaît moins, et donc de s'organiser collectivement pour ça. Premier élément, il faut acquérir de l'information. Il faut avoir des observatoires. On a ainsi des observatoires régionaux qu'on appelle oracles, les observatoires régionaux sur l'agriculture et le changement climatique, qui permettent de dresser cet état des lieux, d'identifier les tendances, et ensuite de pouvoir réagir. Mais ensuite, il est fondamental qu'on travaille en réseau, avec l'ensemble des acteurs, pour pouvoir engager des démarches d'adaptation. Ce n'est pas un agriculteur tout seul qui peut engager une démarche d'adaptation. Ce n'est pas une coopérative tout seul. C'est l'ensemble du territoire qui doit se projeter dans l'avenir avec une nouvelle vision, une stratégie et un plan d'action. La région Grand Est a mené avec l'ADEME, donc la région et la Chambre d'agriculture, un projet qui s'appelle Climagri, qui a justement permis d'intégrer tous les éléments que je viens de vous citer, sur la diminution des émissions de gaz à effet de serre, sur le stockage de carbone, sur l'adaptation, et de proposer un modèle agricole pour le Grand Est à développer. Avec un jeu de mesures concrètes qu'on peut mettre en place, développer l'agriculture biologique à hauteur de 20% des surfaces, lutter contre l'artificialisation des sols agricoles, valoriser le pâturage pour l'élevage, développer la méthanisation, etc., etc. On s'aperçoit qu'on peut diminuer les gaz à effet de serre produits par l'agriculture en Grand Est de 15%. C'est un pas très important. Et donc maintenant, il faut que les acteurs s'engagent, et ce projet Climagri permet justement de se projeter avec des scénarios prospectifs, d'identifier les plans d'action, et ensuite aux acteurs de faire jouer l'intelligence. J'en arrive à ma conclusion. Vous aurez compris que l'intelligence dans le monde agricole, elle est fondamentale, qu'elle soit artificielle ou collective.
Elle est fondamentale parce qu'on n'est plus à l'heure de la pensée de la transition, mais de l'action de la transformation. Je reprends les paroles de M. Moreno. Et cette transformation, elle est motivée à la fois à cause de l'urgence, de la résilience du modèle agricole qui doit s'adapter, à la fois parce que vos clients, tous les gens qui mangent, ont des exigences qui vont évoluer et ils vont vous demander de plus en plus d'être une agriculture écologique, et enfin parce que le monde attend de vous une contribution forte à la diminution des émissions de gaz à effet de serre, à la préservation de la biodiversité et au stockage du carbone. Donc pour tout ça, je pense que nous avons grandement intérêt à écouter ce qui va être dit dans les minutes qui viennent sur cette intelligence au sein de l'agriculture. Voilà, vous parliez des acteurs et on va en accueillir quelques-uns effectivement lors de cette table ronde. Monsieur Boissier, je vais vous demander de venir nous rejoindre. Vous resterez le grand témoin de cette table ronde et je me permettrai de vous proposer une synthèse au terme de la discussion que nous allons engager tout de suite. Et j'ai demandé à Inès Setaert, qui est responsable du réseau des Digifermes Arvalis, de venir nous rejoindre sur scène, accompagnée de Maximin Charpentier, qui est le président de la Chambre d'agriculture de la Marne. Nous sommes dans un concept Grand Est et on accueille avec un grand plaisir nos amis champenois. Il est également vice-président de la Chambre d'agriculture Grand Est et il est en charge de l'innovation en tant que président de Terra Zolis, on en reparlera tout à l'heure. On va demander également à Alain Marco Tullio, qui est le PDG de Marco Tullio Traiteur, qui va nous délecter. Alors on verra, on fera bien la sélection de ce que nous présentera par rapport aux propos qu'on vient d'entendre Alain lors du cocktail. Et il est le nouveau président depuis quelques jours, le président national de l'association des traiteurs de France. Enfin, Bertil Defosse, qui est le directeur général d'Auxilia et qui va venir également nous rejoindre à cette table ronde. Alors, je vais tout de suite me tourner vers le président de la Chambre d'agriculture de la Marne pour faire un arrêt sur image, pour nous dire un petit peu aujourd'hui où se situe l'agriculture dans ce grand débat que l'on engage aujourd'hui d'une nouvelle refonte, d'une nouvelle vision. Alors, donc, si on devait faire un arrêt sur image aujourd'hui, agriculture 2018, pour vous, ça signifie quoi? Vous me donnez combien de temps? 3 minutes 30, on met le chronomètre. Non, allez-y, je vous en prie. Je vous remercie de m'accueillir dans vos travaux. Je pense que bon, l'agriculture, il faut déjà remettre le contexte aujourd'hui en 2018. Les terres cultivables sur cette planète, c'est 3% des terres. Donc quand vous avez enlevé les océans, les mers, les montagnes et toutes les parties urbanisées, il ne reste plus que 3% de terres cultivées. Donc ça, c'est cultivable. C'est vraiment les périmètres 2018. Ça veut dire que quelque part, il va falloir protéger d'abord ces terres-là et qu'en fait, le potentiel sol est déjà la base de nos travaux. Donc toutes les discussions qu'on peut avoir, elles doivent être déjà réalisées sur la base de il faut protéger les sols pour améliorer leur durabilité et conserver leur productivité pour l'avenir. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Ça veut dire la biodiversité des sols, meilleure connaissance, leur interaction, etc. Après, c'est aussi prendre conscience en 2018 qu'on est dans un monde fini. Ça fait longtemps qu'on a compris que la planète était ronde, mais ça fait peu de temps finalement qu'on a compris qu'un jour ou l'autre, les ressources certaines des ressources seraient épuisables. Et ça, c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça place l'agriculture dans la production finalement de quelque chose qui est incroyable. C'est un carbone qui est renouvelable en économie circulaire. Donc ça a été très bien précisé à travers la présentation. Et quelque part, ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, quand on me demande un état des lieux en 2018, c'est qu'aujourd'hui, on a pris conscience que l'agriculture, c'était le seul secteur d'activité qui pouvait finalement contenir un carbone qui est renouvelable. Et ça, c'est une richesse hallucinante, puisque en fait, toute notre société est basée sur des actes de consommation du carbone, carbone fossile comme il a été précisé. Et c'est vrai que grâce à la photosynthèse, on a quand même la capacité de stocker du carbone dans l'air et de pouvoir, à travers des externalités, en profiter. Alors c'est vrai qu'à travers l'alimentation, on est nous-mêmes constitués de 18% de carbone, à travers l'énergie, hein, comme ça a été proposé, à travers les biomatériaux, effectivement, c'est quelque chose de très important. Tout ça, pourquoi? Parce que grâce aux ruptures technologiques, on a réussi à faire du cracking du végétal, et finalement à certes profiter de la graine pour nourrir, mais aussi disséquer toutes les molécules d'une plante, séparer le carbone et reconstituer la chaîne moléculaire du carbone qui était d'origine fossile.
Donc là, ça nous ouvre finalement tous les champs du possible. Ceci dit, ce qui est important, je pense, que pour l'agriculture, c'est qu'il faut finalement se dire, on a une capacité à capter du carbone, mais il va falloir finalement utiliser ce carbone-là que celui qu'on est capable finalement d'exporter. Parce qu'il faut absolument conserver suffisamment de carbone pour nos sols, pour la vie des sols. Et donc en fait, il va falloir raisonner l'agriculture en d'abord se disant de combien de carbone j'ai besoin en termes de minéralisation pour conserver la matière organique de mon sol, et quelle est finalement la quantité de carbone que je peux exporter dans toutes les externalités qui ont été précisées. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que l'agriculture est décomplexée par rapport à l'innovation? Innovation n'est plus un gros mot pour les agriculteurs. Au contraire, ils peuvent être fer de lance et acteurs. Non mais alors, je crois que le monde agricole est une des professions qui est très très enclin dans l'innovation. Le numérique aujourd'hui, c'est un des secteurs qui est où les professionnels se sont le plus facilement approprié le numérique. Aujourd'hui, sur les exploitations, on maîtrise en grande partie tout ce qui est GPS, tout ce qui est outils d'aide à la décision pour justement, et je pense que ça va être précisé après, pour vraiment mettre les bons produits au bon moment, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il y a vraiment deux façons d'optimiser les choses. Moi, j'ai pour habitude, parfois en conférence, de donner deux chiffres pour qu'on puisse s'en rappeler. C'est que pour produire 10 tonnes de blé, c'est 500 équivalents litres de fuel, qui équivalent pour 10 tonnes de blé à 4000 équivalents litres de fuel. Donc en fait, là où on peut finalement être performant, c'est finalement en diminuant finalement le coût en termes de gaz à effet de serre et d'énergie pour produire 10 tonnes de blé. Donc c'est là qu'il faut être très innovant. Donc ça veut dire qu'il ne faut surtout pas gaspiller l'énergie, c'est-à-dire que mettre le bon engrais au bon moment, la bonne quantité. Il ne faut pas dépenser trop de fuel pour travailler les sols, etc. Il faut utiliser le minimum d'intrants, justement parce que les intrants sont consommateurs aussi de gaz à effet de serre, etc. Donc en fait, il faut diminuer. Et en diminuant, il faut produire plus de biomasse. Donc ça, c'est le projet agricole. Et comment on produit plus de biomasse? C'est-à-dire qu'en fait, on permet au sol d'être cultivé en permanence. On teste le fait de faire 2 cultures en une année, 3 cultures en 2 ans, des cultures associées, de profiter essentiellement de remettre de la légumineuse aussi dans les rotations, parce que les légumineuses captent l'azote de l'air, donc c'est essentiel en termes de bilan énergétique par rapport à une graminée qui ne la capte pas. Donc en fait, c'est pour ça qu'autour de TerraSolis, le pôle d'innovation que j'ai la chance de présider, en fait, on compare 6 façons différentes d'alterner les cultures sur 8 ans pour justement essayer de voir finalement comment est-ce qu'on peut faire pour finalement optimiser les choses et avoir un rendement et finalement un bilan bas carbone qui soit le meilleur possible au final. En mettant des systèmes en rupture sur l'autonomie azotée, sur la production de biomasse maximum, parce que les enjeux sont surtout azote, parce qu'il faut vraiment comprendre que sur les 500 équivalents litres de fuel dont j'ai parlé tout à l'heure, il y en a plus de la moitié qui vient de l'énergie qu'il faut pour produire l'engrais azoté. Donc en fait, quand on a compris ça, on comprend assez facilement que finalement, ok, on peut stocker du carbone dans les sols, mais moi, sur ma génération, sur 25 ans, quand on dit il faut oser maintenant, au mieux, je vais pouvoir stocker 2 tonnes de carbone sur le restant de ma carrière, avec un marché carbone à 6-7 $ la tonne, je crois que ça ne va pas beaucoup m'enrichir. Non, tandis que si je diminue par 2 finalement mon impact engrais pour produire mes 10 tonnes de blé, là sur mes 25 ans, j'ai fait un effet de levier qui est énorme en termes de gaz à effet de serre. Donc c'est-à-dire qu'il faut se poser les bonnes questions au bon moment. Et après, en termes de technologie, il y a des moyens hallucinants. Aujourd'hui, le vrai problème de l'énergie, c'est qu'elle est gaspillée. Le vent est gaspillé, le soleil est gaspillé. Aujourd'hui, on peut profiter, par exemple, de ces 2 exemples d'énergie pour produire de l'urée à temps perdu, et du coup on se constitue soi-même son propre engrais, de façon à avoir un impact inférieur sur la production d'engrais azotés tel qu'on a parlé tout à l'heure. En fait, ce qu'il faut se dire, moi je pense, c'est qu'il faut fixer vraiment l'objectif. Et l'objectif en termes de techno, c'est aider l'agriculture à produire avec moins et l'aider à produire plus de biomasse. Et c'est surtout agir sur les bons indicateurs. L'azote est un indicateur incroyable. Et en fait, il va falloir, quelque part, parce que pour oser et finalement essayer de qualifier en termes d'efficience les politiques qu'on va mettre en place, il faut mettre des indicateurs en place. Parce que moi, je suis convaincu que sans indicateurs, en fait, chacun fourvoie un petit peu dans ses innovations, etc. Mais le projet global, il n'est pas suivi.
Et à un moment donné, aujourd'hui, on a une économie qui est essentiellement basée sur, finalement, la fiscalité du carbone fossile. Hein. On le voit, à la pompe à essence, aujourd'hui, on est taxé à 80%. C'est l'État, le modèle économique de l'État, finalement, est basé sur la fiscalité du carbone fossile. Et aujourd'hui, on n'a aucune fiscalité qui est basée sur finalement, l'efficience du carbone et du carbone renouvelable. Donc moi, je suis convaincu que finalement, aujourd'hui, pour donner une feuille de route à nos travaux, il faut absolument que la profession agricole soit capable de créer un indicateur bas carbone. Et moi, je suis convaincu que cette région Grand Est a tous les atouts, finalement, pour être leader en termes de pilote sur l'économie bas carbonée, entre l'après Fessenheim, Bure, le plus gros réservoir de biomasse d'Europe. Et moi, je pense qu'il faut absolument travailler sur un indicateur bas carbone, comme aujourd'hui on a un indicateur énergétique quand vous achetez une machine à laver. Demain, et ça a été dit dans les propos, c'est l'acte de consommation qui va avoir beaucoup d'importance. Et le fait qu'à chaque fois qu'on puisse faire un acte, on puisse avoir finalement l'indicateur bas carboné de son acte, peut permettre finalement de financer le changement des pratiques agricoles. Parce qu'au final, on aura donné un effet de levier marché, finalement, à notre projet. Alors, on sent véritablement votre engagement, mais il y a une adhésion autour de vous dans le monde de l'agriculture, à la manière dont vous approchez les choses. Vous parlez des indicateurs. Est-ce qu'indicateur, à un moment ou à un autre, égale contrainte? Alors, le monde agricole, je pense qu'il faut vraiment intégrer que c'est un monde d'entrepreneurs. Moi, je me rappelle, parce que j'ai fait du photovoltaïque en 2010, hein, quand l'État a mis une politique très claire sur le développement du photovoltaïque. En 2 mois de temps, il y avait 100 000 projets déposés pour faire un toit photovoltaïque dans les exploitations agricoles. L'État a pris peur et il a fait une loi rétroactive pour justement limiter le nombre de projets parce que finalement, il s'était fait dépasser dans son modèle économique. Ce qu'il nous faut, c'est de la vision, c'est de la visibilité. C'est à un moment donné que chacun prenne ses responsabilités parce que le monde de la finance, la seule chose dont elle a horreur, finalement, c'est l'instabilité, c'est l'incertitude. Et je pense qu'à l'heure actuelle, ce qu'il faut, c'est avoir une logique cohérente, équitable, environnementale. Aujourd'hui, nous, les agriculteurs, les pratiques ont déjà énormément évolué. Quand je vois qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas un sol qui n'est pas couvert l'été à travers des nouvelles pratiques d'interculture qui sont mises en place. Le monde agricole a énormément évolué pour essayer Moi, je pilote une ferme expérimentale. Hein, on accueille, l'an passé, autour des culturales qui étaient organisées avec les instituts, on a accueilli 20 000 personnes sur 3 jours sur les nouvelles pratiques agricoles. Aujourd'hui, les agriculteurs ont un intérêt pour les nouvelles pratiques et la technologie qui est hallucinant, quoi, hein. Enfin, je pense que tous les gens qui bossent le milieu de la techno et des startups et des OAD le savent. Par contre, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des outils d'aide à la décision stratégique. Parce que très concrètement, on va avoir des outils des OAD pour améliorer tout ça. Mais quelque part, il faut, et je pense qu'on ne le fait pas assez, et on a la chance que les mathématiques peuvent être aussi une révolution intellectuelle à venir qui va beaucoup nous apporter, parce que ce qui nous manque, c'est de modéliser en fait nos projets. Modéliser nos projets et à la taille d'un territoire. C'est pour ça que j'ai bien aimé aussi l'intervention qui a été faite précédemment sur les territoires, parce que la spécificité, pourquoi est-ce qu'on dit le mot territoire, c'est parce qu'en fait, un territoire, il est unique. Par définition. Et donc, en fait, il faut pouvoir modéliser le développement d'un territoire sur son interaction énergétique et bas carbone. Et ça, en fait, c'est ce qu'on essaie de travailler aujourd'hui, notamment avec l'INRA, parce qu'il faut prouver l'interaction sur un territoire des choses. Et par exemple, il peut y avoir des zones de plaine qui peuvent amener des protéines végétales à des zones plus animales. Vous pouvez avoir des territoires qui sont plus amenés, par exemple, à avoir des terres difficiles. Du coup, on ne peut pas faire de pommes de terre, pas de betteraves, donc il n'y a pas de tête de rotation. Hein. C'est-à-dire qu'en agriculture, la base de l'agronomie, c'est d'alterner les cultures sur une même parcelle, et si on ne le fait pas, on est en monoculture, on a des résistances. Ça, c'est la base de l'agronomie. Mais vous voyez, sur le plateau lorrain, par exemple, ici, on est sur le plateau lorrain, on va faire blé, escourgeon, colza. Le colza, c'est une tête de rotation, parce qu'en fait, c'est une plante pivot qui va structurer le sol. Et quand on dit on va affamer la planète si on fait des biocarburants à partir de colza,
Mais avant d'affamer la planète, le colza, il est indispensable pour faire de l'agronomie, parce que sinon je suis en monoculture de céréales, ça veut dire résistance aux mauvaises herbes, ça veut dire plus de fongicides, parce que du coup, j'ai des résistances aux maladies. Donc avant tout ça, ça a déjà fait de l'agronomie. Donc en fait, si on part du potentiel sol, il faut augmenter le nombre de cultures qu'on peut faire dans une rotation. Ça veut dire que sur une région où j'ai 25% d'argile, il faut peut-être faire 1 ou 2 cultures que je vais mettre spécifiquement dans un méthaniseur, parce que j'en ai déjà besoin pour assurer ma rotation, l'agronomie de mon sol, et donc ma capacité à produire de l'alimentaire de façon sécurisée, avec le moins de pesticides possible, etc. Donc en fait, c'est là qu'il faut complètement repenser les modèles, et ce qui est vrai à un endroit n'est pas forcément vrai à un autre, et il faut justement être en capacité à pouvoir se dire, par exemple, et là je fais le lien par exemple avec les biomatériaux, je peux produire du chanvre, par exemple. Si je produis du chanvre une fois tous les 5 ans, par exemple, sur ma rotation, j'ai diminué de fait de 25% mes pesticides sur mon exploitation, parce que le chanvre, c'est 0 pesticide. Mais par contre, il faut un débouché. Et en fait, si par exemple, on a une politique cohérente entre les biomatériaux et l'agriculture, où on se dit, bah, tiens, dans les ciments, on va imposer de mettre 5% de chanvre dans tous les ciments Catia de France. Et bien, en fait, ça a permis un débouché pour l'agriculture et une façon de faire de l'agronomie, de la durabilité, de la compétitivité, et j'ai amélioré la partie vertueuse d'un secteur qui est le bâtiment, etc., 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 d'où les indicateurs bas carbonés. Et donc, en fait, c'est une nouvelle société à inventer. Nous, les agriculteurs, je peux vous promettre qu'on est droit debout et on est très, très partisans et on s'approprie ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on détient la plus belle richesse du monde. Bien, bah, écoute, intarissable, hein, on pourrait vous écouter pendant des heures. Merci, vous allez bien sûr réintervenir dans quelques instants. Alors Inès, peut-être avant de reparler du digital au service de l'agriculture, vous nous parlez un petit peu de DigiFerm, présentez-vous. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Oui, donc le réseau des DigiFerm, c'est un réseau qui labellise les fermes numériques. Donc les fermes numériques, en fait, elles sont sélectionnées sur la base de leurs travaux en numérique, et aussi on cherche à ce qu'elles soient appuyées par des structures de recherche et développement. Aujourd'hui, il y a 13 exploitations, dont TerraSolis, enfin TerraLab, qui est une ferme animée par TerraSolis. C'est un label qui a été créé par les instituts techniques agricoles. Donc, les instituts techniques agricoles ont été fondés par les agriculteurs et on travaille pour eux, donc on est indépendant. Et le but de ce réseau, en fait, c'est d'aller capter toutes les nouveautés technologiques qui sont créées et de les apporter déjà dans les fermes pour vérifier si elles sont adaptées au milieu agricole, parce que pour l'instant, on a des technologies qui arrivent et qui ne sont pas encore à 100% adaptées aux besoins de l'agriculteur. Et puis aussi, avec nous, notre connaissance du milieu agricole, de promouvoir, de mettre en avant ou de, disons, exprimer les demandes qu'a le milieu agricole spécifiquement. Alors, comme vous avez une vue objective, j'allais dire, de la situation, si vous deviez nous résumer les atouts du digital par rapport à l'apport positif qu'il peut apporter au monde de l'agriculture et de l'environnement. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'agriculteurs dans les fermes. Donc, avant, on était à 3 ou 4 salariés par ferme. Maintenant, on est à 1 salarié. Et en plus, il y a de moins en moins de fermes. Donc, un agriculteur va avoir de plus en plus de surface. Et il a pas la capacité d'être partout, de tout voir. Donc ce que le numérique va apporter surtout, c'est des capteurs qui vont lui permettre de suivre en temps réel toutes ces plantes, aussi toutes ces autres activités, parce que maintenant un agriculteur il a plusieurs activités comme tu disais, avec des méthaniseurs, des panneaux photovoltaïques. Donc en fait ça va l'aider déjà à mieux gérer sa ferme, à faire un pilotage plus précis, et puis aussi du coup à passer plus de temps sur ce qui est essentiel pour lui, à savoir créer de la valeur. Donc ça va être via le commerce, via l'entretien des paysages. Enfin voilà, ça lui laisse plus de temps aussi pour d'autres parties.
Monsieur Defosse, là, on vient d'entendre effectivement ce qui se passe, les évolutions au niveau de l'agriculture, mais ces évolutions, elles ne seront pas efficaces s'il n'y a pas une évolution des comportements alimentaires. Hein. Et il y a quelques instants, Monsieur Boissier a insisté là-dessus. Alors, on peut faire un peu le lien entre la manière dont les agriculteurs bougent et le comportement du consommateur par rapport à une nouvelle forme d'alimentation. Bonjour à tous. On peut, oui, c'est pas facile. C'est d'ailleurs l'objet des programmes alimentaires territoriaux, qui est d'essayer de rapprocher ce qui est produit sur un territoire de ce qui est consommé. C'est pas facile. Pas impossible, mais c'est pas facile. Monsieur Boissier le disait très justement, pour remettre un peu pour poser un peu le contexte et comprendre ce que le numérique peut ou pas apporter. Voilà, notre alimentation, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. Si la France veut respecter ses engagements, si on veut laisser une planète à peu près habitable à nos enfants, il faut qu'on agisse aussi sur la façon dont on consomme, dont on mange, de façon à ce que les émissions de gaz à effet de serre de notre assiette diminuent, et qu'elles diminuent beaucoup. Alors le côté très positif, c'est que ça peut venir servir plein d'objectifs, notamment ceux que vous évoquiez, parce que pour ce faire, il va falloir qu'on fasse plusieurs choses. D'abord qu'on mange effectivement un peu moins, pas seulement moins sucré, moins salé, et moins gras, mais aussi moins protéiné, moins transformé et moins raffiné. Donc ça peut avoir des vertus, ou ça peut participer à l'accompagnement d'une transformation du monde agricole. Donc c'est plutôt positif. Il faut aussi qu'on gaspille moins. C'est essentiel. Aujourd'hui, on perd du champ à l'assiette des quantités extrêmement importantes de la production alimentaire. Et il faut qu'on agisse aussi sur ce levier pour atteindre ces objectifs. Il y a des scénarios qui ont été faits. L'un qui s'appelle l'AFTER, qui permet de comprendre quel changement de régime alimentaire il faut mettre en œuvre pour obtenir une diminution de 50% des émissions de gaz à effet de serre de notre assiette. Ce n'est pas des changements drastiques. Il ne s'agit pas d'arrêter de manger de la viande, il s'agit d'en manger un peu moins. Il s'agit de manger davantage de protéines végétales, un peu moins de produits laitiers. Ce sont des choses qui nécessitent un accompagnement très fort des individus, parce que ça touche à des comportements qui sont culturellement, socialement très ancrés en chacun de nous, et je pense aussi très variés d'un territoire à l'autre. Alors vous parlez d'accompagnement, vous avez des outils. Là aujourd'hui, quand on fait un arrêt sur image, effectivement sur la situation, est-ce que la nouvelle génération se comporte mieux par rapport à un équilibre de l'alimentation ? La nouvelle génération, c'est compliqué de parler de la nouvelle génération. Il y a certainement des populations, des personnes dont les comportements évoluent plus vite que d'autres. C'est ce qu'on observe pas seulement dans le domaine de l'alimentation, mais aussi dans le domaine de la mobilité, de l'usage de l'énergie. Ce qui est intéressant, c'est que le numérique permet de jouer sur des leviers. Il permet d'abord de prendre connaissance, de reconnaître les choses, de se sensibiliser, de mieux comprendre ce que contient notre alimentation, comment elle peut évoluer. Il a cette capacité aussi de prescrire des comportements. C'est-à-dire que vous avez certainement tous en main des applications comme Yuka ou d'autres qui non seulement vous informent sur le contenu de ce que vous mangez, mais qui vous préconisent aussi ou qui vous proposent aussi des alternatives, des substituts à ce que vous pouvez manger. Je le dis en ajoutant immédiatement qu'il y a des limites, je pense que j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est pas cette prescription, cette capacité prescriptive, elle n'est pas automatique, et puis il faut s'interroger sur vers quoi on veut emmener les gens, quoi, et qui emmène les gens vers d'autres comportements alimentaires. Le numérique permet également de lutter contre le gaspillage, hein, c'est encore une fois un poste vraiment important. Il y a des applis comme Optimia, mais il y en a certainement d'autres qui permettent d'éviter au long de la chaîne qu'on gaspille la production alimentaire. Et puis, moi, j'insisterai sur un point qui est important. Le numérique a cette capacité aussi peut-être à rapprocher un peu les consommateurs de la production agricole. Alors, il y a certainement plein d'initiatives, et j'imagine qu'il y en a beaucoup qui sont exposées ici. Moi, j'ai en tête ce que fait par exemple la plateforme de financement participatif Bluebees, qui permet à des consommateurs d'investir dans des projets agricoles ou d'agroécologie, pardon. Et c'est alors aujourd'hui, je crois qu'il y a 200 000 donateurs qui financent, cofinancent, aident des projets d'agriculture.
Voilà, donc le numérique a cette capacité-là qu'il faut lui reconnaître. Alain Couture, quand on entend parler nos intervenants, ça doit être compliqué d'être traiteur dans une manifestation comme celle d'aujourd'hui, parce que là, vous êtes pris entre un certain nombre de feux. Entre deux feux, oui. Ouais, entre deux feux. Donc, mais bon, j'allais dire, au quotidien et surtout au sein de votre association, vous êtes tout à fait conscient de cette évolution et de comportement au niveau de l'alimentation. Bien évidemment. Enfin, je suis assez partagé quand même, parce que si vous parlez de simplification, je comprends. De moins raffiné, ça me fait bondir évidemment, vous comprenez, puisqu'en fait le but de notre métier c'est de faire raffiner. Par contre effectivement il y a un changement de comportement. Sur le moins raffiné, c'est pas moins élaboré. Ouais, on fera un débat tout à l'heure, tous les deux. Mais c'est important, c'est important. Et non, moi j'ai du mal à vous suivre dans l'innovation technologique, en tous les cas numérique. Puisque nous on travaille de la matière et on essaie d'en faire quelque chose de beau et bon. Par contre, je vous parlerai d'innovation humaniste, puisque le gaspillage alimentaire, par exemple, c'est pour nous un fer de lance. Alors on ne va pas anti-gaspiller avant, puisque le client, lui, il veut quelque chose de très bien, de copieux, de raffiné. Et notre but à nous, c'est de créer en fait une passerelle entre la Banque alimentaire, le Secours populaire, la Croix-Rouge française, pour que eux puissent récupérer en toute quiétude et surtout par rapport à une hygiène alimentaire respectée, ce qui n'a pas été consommé. Mais là, ça se fait en accord avec le client qui, lui, est propriétaire du produit, en fait. Là, il y a un acte de solidarité. On peut parler du lien social sous-jacent à cette nouvelle gestion. Absolument, c'est complètement humaniste en fait. C'est bien sûr qu'on a pris conscience que le gaspillage alimentaire c'était très important. Et aujourd'hui, sur une grosse réception, sur un gros congrès par exemple, vous avez toujours des déperditions. On n'a pas le droit de faire moins parce que le client, lui, il nous a demandé pour X personnes. Par contre, on a maintenant cette possibilité de pouvoir donner avec un vrai process qui nous coûte plus cher parce qu'en fait, ça coûte plus cher de donner que de jeter. Donc on a vraiment un process où tous nos collaborateurs sont formés à ça, c'est-à-dire qu'on ne sort pas des camions frigo ou d'un frigo, la chaîne du froid n'est pas rompue, et en cas de surproduction, on est capable de ramener, de peser, de contrôler et de donner à la Banque alimentaire. Et pour cette année, par exemple, l'Association des traiteurs de France a servi plus de 15 000 repas à des sans-abri sur toute la France, simplement en ayant récupéré ce qui n'a pas été consommé et qui est dans des conditions d'hygiène super, parce qu'il ne faut pas aller fouiller dans les poubelles, ça ne sert à rien ça. Allez, vous voulez vous rendre sympathique, là, on le sent tout de suite. Je vous pose une question, vous me répondez avec de l'humanitaire. Moi, je vous parlais d'alimentaire. Donc, on va revenir à la question initiale par rapport à ce qu'on a entendu. Aujourd'hui, en tant que traiteur, vous vous imposez... Alors, on a parlé d'indicateurs. Moi, j'ai presque envie de dire des contraintes en matière de choix des aliments pour aller dans la bonne direction sur le comportement alimentaire des générations qui sont concernées. Alors, je voulais déjà parler de l'innovation humaniste parce que ça crée le débat. Bien sûr. Alors maintenant, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, et vous avez totalement raison, on prône évidemment, nous on est ISO 20121, donc on a une norme, on est certifié ISO, et dans cette norme ISO, on nous oblige et on s'oblige à travailler le plus possible local. Alors, circuit court. Mais à fond. Notre laboratoire est installé à Louvigny maintenant. On a rencontré des producteurs de fleurs, par exemple, qui travaillent sur la fleur médicinale. On leur a demandé s'ils faisaient de la fleur médicinale, ils pouvaient faire de la fleur alimentaire. Ils nous ont dit oui. Aujourd'hui, je peux vous dire que toutes les fleurs qu'on y met sur nos buffets ou sur nos assiettes sont à 200 mètres de notre lieu de production. Voilà, ça, c'est des choses importantes. Après, au niveau de tous les produits des légumes également. Sur les jus de fruits, par exemple. Mais moi, je suis vraiment convaincu de ça. Nous, on n'a que des jus de pommes, nectar de mirabelle, jus de poire et jus de rhubarbe. Mais la majorité des clients, ils me demandent quoi, d'après vous? Du jus d'orange. Je leur explique que des oranges, il n'y en a pas en Lorraine. Ils me disent qu'il y en a chez Métro. Ça, je suis d'accord. Mais en attendant, nous, on n'en met pas. Et on se tient à ça, si vous voulez. C'est un exemple. Mais tout est fait comme ça.
Monsieur le Président, qu'est-ce que vous faites? Alors, il n'y a pas d'orange, il faut faire quelque chose là, pour répondre à Alain Marco Tullio. C'est bien de vouloir faire bouger le comportement alimentaire, mais vous, je pense que vous êtes confrontés, vous, agriculteurs, à ces équilibres, à ces recherches, à ces produits de forte consommation, à des modes. Comment vous faites justement pour essayer d'avoir une vision, j'allais dire, réaliste du mode de consommation? Mais en fait, on peut quand même difficilement faire au-delà des capacités du sol et du climat et de son contexte pour produire, hein, ça c'est la nature. Après que le réchauffement climatique, malgré tout, ça offre des nouvelles possibilités. Et voilà, moi personnellement aujourd'hui, je réfléchis sur mon exploitation à développer par exemple un verger d'abricots, ce qui était complètement impensable il y a quelques années, et on se rend compte que c'est possible. Quand Alain Marco Tullio parle des circuits courts, adhésion à 100%, bien évidemment. Vous faites la démarche, vous, vis-à-vis des restaurants de collectivités, des traiteurs, pour, j'allais dire, promouvoir les produits que vous mettez en avant? Oui, nous on est en train de créer avec les chambres d'agriculture une plateforme pour mettre en lien finalement l'offre et la demande entre les producteurs et puis les consommateurs à travers les cantines, les hôpitaux, les prisons, enfin tous les. Parce qu'en fait, la consommation, elle est essentiellement hors domicile. Et tout le débat, c'est là qu'il est vraiment très complexe, parce que comment réussir à faire monter d'un cran en qualité finalement cette restauration hors domicile, tout parce que les gens, finalement, c'est quand même aussi un vrai problème de pouvoir d'achat. C'est quand même qu'on a quand même bien du mal à faire passer finalement les hausses à l'acte de consommation. Il y avait 800 000 paysans il y a 25 ans. Aujourd'hui, on n'est plus que 400 000. Et donc, c'est vrai que sur les chiffres statistiques, c'est normal que leur revenu n'ait pas baissé, mais au final, on est quand même 2 fois moins d'agriculteurs. Ça veut dire que finalement la marge qui est rendue à l'agriculture, elle s'est largement affaiblie, quoi. Et aujourd'hui, finalement, il faut avoir 200 hectares pour faire le même revenu qu'il y a 30 ans avec 100. Et ainsi de suite. Donc si on veut à un moment donné faire en sorte que... Parce que moi aujourd'hui, on nous dit il faut mettre 50% de bio dans les cantines ou pas, ou du circuit court, etc. Mais moi, la difficulté que j'ai dans des départements comme la Marne, ou par exemple, ou la Haute-Marne, où vous avez des bassins de population qui sont très faibles. Moi, j'ai 500 000 hectares dans la Marne. Je veux dire, au bout d'un moment, je ne vais pas pouvoir spécialiser toutes les exploitations sur du circuit court, sinon ça va être compliqué. Et à un moment donné, c'est là qu'il ne faut pas mettre et les agricultures en opposition, et ni les territoires. Et qu'on a vraiment besoin, justement, et c'est bien pour ça que l'agriculture, elle est plurielle, il y a des agricultures qu'il ne faut surtout pas opposer. Et quelque part, moi je voudrais vraiment remettre l'accent avant tout, parce qu'on se dit, pour faire des économies finalement de gaz à effet de serre, etc., il faudrait consommer moins gaspiller, etc. Mais moi je voudrais remettre un mot à la mode aujourd'hui, c'est produire. C'est produire, parce qu'en fait, quand vous détenez la seule usine du monde qui capte du carbone, hein, et qui produit des biens carbonés, à un moment donné, il faut remettre le mot produire à la mode, parce qu'il faut absolument intensifier, et je parle d'intensification innovante, l'agriculture, et c'est surtout pas un gros mot, et moi je voudrais que vous reteniez ça, et qu'en fait plus on va intensifier l'agriculture en termes de production et de compétitivité, plus elle sera durable. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, le fait qu'on ne fasse pas confiance en l'agriculture, eh ben, on ne lui donne pas les clés de sa durabilité. Et quand je dis on va faire 2 cultures en une année, aujourd'hui, grâce au numérique, justement, grâce aux ruptures technologiques, aujourd'hui, je suis capable de semer, par exemple, 1 rang sur 2 d'orge d'hiver, et au printemps, je sème sur le rang sur 2 de la betterave. Vous voyez, parce que j'ai du GPS, et du coup, j'ai pas de mauvaises herbes. Et j'arrive quand même à faire 2 tiers du rendement dans les 2. Donc j'ai amélioré ma productivité. Et le fait de pouvoir faire 3 cultures en 2 ans, j'ai amélioré aussi ma productivité. En même temps, j'ai couvert mes sols en permanence. Ça veut dire pas de percolation dans les nappes. J'ai mis beaucoup moins d'herbicides, de fongicides. Donc j'ai amélioré ma durabilité parce que j'ai produit plus de biomasse.
Mais tout en jouant à la proximité, parce qu'effectivement, on le disait, en matière effectivement de protection de l'environnement, il est important aussi de jouer le circuit court, la proximité, et je pense qu'un certain nombre d'agriculteurs sont obligés de produire comme vous le dites, pour envoyer les produits au plus loin, de manière à augmenter la production. Mais le problème aujourd'hui, c'est effectivement de se dire, produisons beaucoup, raisonnablement, sagement, en jouant la carte de la proximité. Alors moi, je suis d'accord avec ça, et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on travaille justement la modélisation des territoires sur l'interaction justement de la production de biomasse et où est-ce qu'il vaut mieux l'emmener. Donc ça, on est en train de travailler des modèles très très structurants au niveau des algorithmes pour justement permettre à cette modélisation soit de pouvoir raisonner des grands territoires ou des petits territoires locaux. Pourquoi ? Parce que la compétitivité de l'agriculture et d'un agriculteur, elle passe, si vous voulez, par le fait qu'il va pouvoir gérer des économies circulaires territorialisées à des niveaux différents. Je m'explique. Par exemple, quand sur une exploitation agricole, vous avez de l'élevage, un élevage de poules par exemple, les fientes, vous allez les mettre sur les terres, ça amène de l'acide phosphorique. Très peu de potasse. Donc déjà, j'ai une première économie circulaire territorialisée intéressante, à un certain niveau. Si j'ai un méthaniseur au niveau cantonal, là, je vais pouvoir territorialiser aussi quelque chose, où je vais pouvoir remettre de l'engrais organique, profiter, etc., des choses, ramener une culture dans ma tête de rotation, et ça me permet aussi de faire de l'agronomie. C'est une économie circulaire territorialisée à un autre niveau, et je peux mettre de l'engrais organique. Si j'ai une sucrerie, j'ai une économie circulaire territorialisée au niveau départemental. Je peux récupérer la vinasse. La vinasse, elle est très chargée en potasse, et en azote, et du coup, je n'ai plus mis d'engrais minéral, j'ai mis que de l'engrais organique. Mais grâce à quoi ? Grâce au fait que moi, en tant qu'agriculteur, je profite de différentes économies circulaires qui sont territorialisées à des niveaux différents. Et moi, sur mon exploitation, j'ai 150 hectares, je bénéficie de toutes ces économies circulaires territorialisées, et pourtant, j'ai un verger de 5 hectares qui va alimenter en circuit court les choses. Donc si vous voulez, l'agriculture, c'est ça. C'est cette pluralité de phénomènes. Et à un moment donné, toutes ces économies circulaires, elles m'ont permis d'être beaucoup plus compétitif, parce que je vous ai rappelé que dans le système actuel 2018, les gaz à effet de serre, on met 50%, ces 50%, c'est l'azote minéral. Et donc moi, dans mon système aujourd'hui, je n'en mets plus. Ça veut dire qu'on va passer tout notre temps à dire il faut que je diminue, que je fasse culpabiliser les gens, à se dire il faut que je mange moins, il faut que je mange à 200 mètres, 250 mètres, 300 mètres. Mais moi, le projet que je vous donne, il n'y a plus d'engrais minéral. Et c'est aujourd'hui 50% de l'énergie qu'il me faut pour produire 10 tonnes de blé. Vous vous rendez compte ? Écoutez, moi je me rends compte d'une chose, c'est qu'on a l'impression ce matin d'avoir un futur ministre de l'Agriculture. Si jamais il y a une refonte gouvernementale, on va œuvrer dans ce sens-là. On est dans votre jardin, là, monsieur. Vous vouliez intervenir effectivement sur ce que vous venez d'entendre. Non, c'est pas mon jardin. Moi, je suis entièrement. Je pense qu'il ne faut pas opposer ceux qui parlent de carbone et ceux qui parlent d'émissions de gaz à effet de serre avec les agriculteurs. C'est absolument pas le propos. Je suis très intéressé par ce que vous dites. Quand je disais que c'était difficile aujourd'hui, dans le cadre des PAT, des programmes alimentaires territoriaux, de rapprocher l'offre et la demande. Pourquoi ? Parce que des deux côtés, il y a, et notamment du côté des consommateurs, de nous, de vous, il y a des comportements qui ont besoin d'évoluer pour se tourner vers ce qui peut être produit localement. Et ça veut dire changer les habitudes alimentaires, c'est quelque chose qui est complexe. Il faut l'admettre et avoir une approche systémique des choses pour que ça fonctionne. Sinon, les gens ne vont pas se tourner naturellement vers les légumineuses qu'on délaisse globalement de façon tendancielle depuis des décennies. Le numérique peut être intéressant là-dessus, vraiment. Il apporte cette capacité de prescription des comportements. Il a aussi ses propres mécanismes, ses propres modèles économiques. Et aujourd'hui, il y a de nombreuses applications qui ont des logiques qui sont économiques, qui ne sont pas forcément sociétales. Concrètement, une appli dont je ne donnerai pas le nom, mais qu'on trouve dans des métropoles, vous propose des fruits de saison, dans lesquels vous avez, pour la moitié des 4 kilos qui vous sont proposés, c'est des bananes de Colombie et des kiwis de Nouvelle-Zélande. Si on veut faire boucler les flux sur le territoire, rendre cette agriculture circulaire, faire en sorte que ce qui est produit avec moins d'engrais, avec moins d'azote, etc., serve la population, il va falloir qu'on travaille sur les comportements. Et pour en revenir au thème de la table ronde, ce numérique, il n'est pas vertueux en soi ou mauvais en soi.
il sera, comme toutes les technologies, à l'image de ce qu'on voudra en faire, de la direction qu'on voudra lui donner. Je pense que là, il y a un vrai sujet dont il faut qu'on saisisse collectivement, quoi. Sans remettre la responsabilité du côté des élus en disant à eux de se démerder, localement, nationalement, etc. Non, c'est collectivement. Quand on fait des PAT, d'ailleurs, c'est pas des démarches qui sont les collectivités au centre et les autres écoutent autour. C'est le producteur, le maraîcher, le cuistot, le cuistot de l'EHPAD, l'acheteur de la collectivité. Comment on fait pour que un peu de ce qui est produit localement et de plus en plus soit destiné à la consommation locale? Bien, le temps tourne à la vitesse de la lumière. Il va falloir qu'on conclue dans quelques instants. Inès, quand même, on va se projeter. Qu'est-ce que vous nous réservez pour l'avenir? Quelles sont les nouveautés en matière d'adaptation du numérique et du digital dans le monde de l'agriculture? Alors déjà, il va y avoir beaucoup de nouveaux modèles agronomiques qui seront plus complexes. À savoir, pour l'instant, on arrive à dire quand est-ce qu'une plante peut potentiellement tomber malade en fonction de la météo. Là, on va carrément étudier les flux qu'elle a avec son environnement, donc avec l'air, avec la terre, avec l'eau, les flux d'azote, les flux de carbone. Il y a aussi des systèmes complets numériques qui vont apparaître. Donc, par exemple, c'est un patch qu'on pose sur les feuilles des plantes qui vont détecter quand elles ont soif, quand elles ont faim, quand elles sont agressées et qui vont être reliés, par exemple, à des systèmes d'irrigation qui pourront se déclencher si elles ont faim, mais qui seront aussi reliés à des algorithmes et des modèles météo qui diront si demain il pleut, j'ai pas besoin d'irriguer aujourd'hui, même si ma plante a soif. Donc, ce seront des systèmes beaucoup plus complexes qui seront possibles grâce au numérique. Anna Marco-Tullio, vous en profitez, vous avez un représentant du monde de l'agriculture à côté de vous. Si vous aviez une demande à lui formuler du style aidez-moi à évoluer moi-même au niveau du monde des traiteurs, qu'est-ce que vous lui demanderiez? De ne pas mettre des oranges déjà. Pour le coup, laissez-les dans le sud. Par contre, les abricots, je suis intéressé, ça peut être intéressant. Ouais. Non, je ne sais pas ce que je peux lui demander. Ce que je peux vous dire, c'est que, en fait, tout le monde a un peu raison par rapport à l'évolution. Moi, j'aime bien l'histoire du petit colibri. On est quand même tous des petits colibris. On fait notre part et peut-être qu'on n'y met qu'une petite goutte d'eau sur le feu. Mais en attendant, si plein de petits colibris mettent des petites gouttes d'eau, on arrivera à éteindre le feu. Ça, c'est quand même très important. Je vous parlais tout à l'heure d'innovation humaniste, mais pour moi, c'est quand même super important, même au niveau des produits qu'on peut trouver, du gaspillage. Vous parliez tout à l'heure de méthanisation. Moi, je ne sais pas trop ce que c'est dans l'agriculture, mais je sais qu'aujourd'hui, tous nos déchets sont triés, alors que ça n'existait pas il y a encore 5 ans de ça. Et ils sont triés en biodéchets, c'est-à-dire les biodéchets sont récupérés pour l'agriculture, pour faire du compost. C'est quand même, tout ça, ça allait quand même dans des sacs poubelles noirs, est récupéré par Veolia, quoi. Enfin, faut être clair. Aujourd'hui, tout est trié. Il n'y a qu'un produit qu'on n'arrive pas à trier, c'est le polystyrène. Et tous les poissons arrivent encore dans des caisses en polystyrène. On est très embêté avec ça. Mais tout le reste est complètement trié. Même les huiles sont récupérées. Le carton est recyclé. Tous nos plateaux repas sont retravaillés avec ces cartons-là. On parlait d'innovation humaniste. On a oublié aussi toute la RSE, le handicap, comment on peut les aider. Chez nous, c'est très important tout ça. Ça fait partie d'une clause RSE, en fait, en tous les cas. Fabrice Boissier, un cercle vertueux, là. On sent véritablement que c'est de bien belles rencontres, c'est des regards croisés. S'il fallait conclure, faire une petite synthèse de ce que vous venez d'entendre. C'est mission impossible. Je voudrais retenir 2 choses. La première qui a été dite, je sais, par 2 personnes, je crois au moins, c'est qu'il ne faut pas opposer les modèles agroalimentaires. Il y a diversité de modèles. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a des économies circulaires territorialisées à des niveaux différents, parce que le concept est un peu complexe, mais on a vraiment besoin de différents modèles. Mais on a besoin très vite de nous transformer. Donc pas pour aller sur un modèle unique, pour aller sur des modèles en interaction, différents, mais qui répondent au cahier des charges, le cahier des charges de l'urgence climatique, le cahier des charges de la chute de la biodiversité, le cahier des charges de l'attente de nos consommateurs. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le mot complexité est revenu souvent. Moi, je suis ingénieur de formation. Quand on est ingénieur, on s'occupe de problèmes compliqués, pas de problèmes complexes. Le problème compliqué, c'est que vous avez beaucoup de causes, mais il y a un espèce de processus intérieur, et vous arrivez avec un résultat. Vous changez quelque chose à l'entrée, ça change le résultat, c'est facile. Les problèmes complexes, c'est quand on touche au systémique. C'est là, il n'y a plus un point d'entrée, il n'y a plus un point de sortie, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est compliqué au debout de la chaîne. Du côté du monde agricole, je crois que Maxime Charpentier l'a magistralement démontré, parce qu'on touche au vivant,
que le vivant, on ne le maîtrise pas complètement, donc il faut une certaine humilité. On peut bien sûr s'appuyer sur des outils d'aide à la décision, mais ce n'est pas eux qui vont faire la décision. C'est ensuite la prise en compte des incertitudes, des paramètres, du fait que le vivant a quelque chose qu'on ne maîtrisera pas. Et puis à l'autre bout de la chaîne, vous avez la société. Et la société est complexe aussi, parce que les attentes, on ne peut pas les prescrire, elles évoluent. Et donc, en conjoint ces deux complexités, on arrive à la belle table ronde qu'on vient d'avoir et on essaie de trouver des solutions. Les solutions, c'est des outils. Le numérique peut nous aider, mais il faut vraiment le prendre comme un outil au service de notre intelligence et pas à remplacer notre intelligence. Et puis, je crois que quand on a des problèmes complexes, le meilleur moyen de les résoudre, c'est l'intelligence collective. L'exemple des programmes alimentaires territoriaux est un très bel exemple. Quand on fait un programme alimentaire territorial, il n'y a pas beaucoup de techno, mais il y a beaucoup d'intelligence collective. Et donc je crois que c'est vraiment la piste que je retiens pour prendre en main la complexité des modèles agroalimentaires, mobilisons nos intelligences collectives, appuyons-nous aussi sur l'innovation, ça peut servir, mais comme un outil.